Logos Curtis, donc, qui est médecin responsable de l'unité de psychiatrie du jeune adulte aux hôpitaux universitaires de Genève dans le département de psychiatrie, donc le programme JAD, qui est dans l'intervention précoce depuis des années et qui va nous parler de… On se disait que c'était aussi bien d'avoir dans cette partie introductoire quelques éléments un peu d'aspect neurobiologique, donc qui va nous parler des traitements biologiques non médicamenteux dans la psychose débutante, et il a aussi 30 minutes. Merci Philippe pour l'introduction. Vous voyez bien l'écran? Oui, oui, ok, super, très bien. Donc pour la dernière présentation, je crois, de la plénière, le sujet c'est quel traitement biologique non médicamenteux dans la psychose débutante. Donc, avec honneur à Marc-André, on va quand même viser des choses peut-être un peu spécifiques et je ne sais pas à quel point c'est pointu. Juste pour le plan de ces prochaines minutes, donc je me permettrai de faire quelques petits rappels. Alessandra a aussi déjà évoqué pas mal de bases. Et j'espère qu'à la fin de la présentation, mes petits dessins énigmatiques vous seront un peu plus clairs. Donc voilà, ça c'est base de la base, juste pour rappel. Donc les psychoses dont on parle sont caractérisées par les symptômes positifs, négatifs, mais aussi cognitifs et un dysfonctionnement qui est souvent porteur de la souffrance des patients. Et puis juste très rapidement revenir sur ce qu'on connaît tous assez bien, ce système de stades qui est assez important par rapport au sujet dont je vais parler. Avec donc le stade 2, selon la classification proposée par Magori, qui est un premier épisode psychotique, et donc ce stade 1, qui est l'état à risque, dont Alessandra a aussi déjà parlé. Aussi pour rappel, dans la littérature, il y a des références assez différentes, une nomenclature différente, donc on peut parler de clinical high risk, ARMS, UHR, high risk prodrome, en retenant aussi pour rappel qu'il y a différentes définitions possibles pour ces états à risque et différentes présentations cliniques, le tout étant de pouvoir avoir un état qui prédit un risque de transiter sur une psychose avérée, mais qui est aussi source de difficultés et de souffrance dans ces stades 1, et le plus fréquent étant probablement, et dans les études, la psychose atténuée, qui est simplement des symptômes psychotiques sous forme atténuée, mais donc aussi souvent avec des déficits fonctionnels. Aussi, dernier petit point à retenir juste au niveau des concepts, beaucoup d'études se sont intéressées aux transitions pour des patients identifiés à risque sur des états psychotiques, avec une assez importante variabilité selon les études, donc à peu près 3 ans. Vous avez ici les courbes de survie, ça varie entre 10% et 50% qui font des transitions, avec une moyenne d'à peu près 25% lorsqu'ils sont suivis dans des centres spécialisés. Donc pour ces stades 1 et stade 2, quelles sont les options thérapeutiques? Là aussi, Alessandra a fait le tour, aussi des recommandations. Je reprends les australiennes parce que je les trouve assez sympas au niveau de ces recommandations, et notamment par rapport à ce qui est biologique et médicamenteux. Et puis pour finir, on a assez vite fait le tour. Donc là, c'est un petit résumé du niveau d'évidence de recommandations, de ces recommandations australiennes pour différentes interventions. Il y a une méta-analyse sur les interventions pour le stade 1 qui est encore sortie cette année avec l'équipe de Pat Magori, où pour finir, l'intervention qui est retenue au niveau d'intervention thérapeutique, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, dans le cadre d'une prise en charge globale, et notamment en ce qui concerne médication, c'est ce qu'il y a ici, c'est plutôt pas conseillé. C'est plutôt que la médication antipsychotique lors de stade 1 n'amène pas un grand bénéfice, que ce soit par rapport aux difficultés de ces patients, que ce soit par rapport au risque de transition, et par contre peut souvent amener des effets secondaires. Par contre, pour le stade 2, donc, comme on sait aussi, Alessandra l'a dit, c'est à peu près le contraire, où là, la médication devient parmi les recommandations les plus fortes. Les antipsychotiques atypiques, actuellement, bien sûr, il y a d'autres approches qui sont conseillées, mais c'est souvent un des piliers de la prise en charge des patients qui présentent un premier épisode, donc stade 2. Ce qu'on peut donc aussi rappeler dans cette introduction par rapport à la médication antipsychotique, c'est que cette figure qui date maintenant d'un demi-siècle par l'équipe de Seemann est toujours passablement d'actualité. C'est-à-dire que tout médicament antipsychotique sur le marché international, il y a une relation directe entre la posologie nécessaire et son affinité pour le récepteur dopaminergique D2.
d'où l'idée de l'importance des systèmes dopaminergiques dans ces maladies. Et pour l'instant, à peu près tout autre mécanisme ciblé par la médication ou alors même biologique ne porte pas des fruits pour l'instant très conséquents. Aussi pour rappel, donc, la psychose est une maladie neurodéveloppementale avec cette hypothèse que lors de l'évolution physiologique du cerveau et la restructuration corticale entre l'adolescence et l'âge adulte, il y a des atteintes pathologiques pour les patients qui vont développer des psychoses avec une restructuration pathologique, un déséquilibre au niveau des synapses, notamment au niveau préfrontal, ainsi que des déficits de myélinisation qui vont donner des circuits pathologiques dans certaines structures qui contribuent aux déficits dans les psychoses. Avec aussi cette notion que ces atteintes de dysrégulation neurodéveloppementale, influencées par des facteurs génétiques et aussi environnementaux, portent notamment la dysrégulation dopaminergique qui est traitée par ce qu'on a actuellement à disposition comme médication pour la psychose. Et puis peut-être dernier petit rappel au niveau neurobiologique, et ça Philippe Conus le connaît bien puisqu'il participe à ce groupe basé à Lausanne avec Kim Do, qui investigue notamment la position du stress oxydatif et la dysrégulation de redox dans ces systèmes, où pour finir, ces systèmes semblent aussi être atteints tôt dans le parcours des psychoses, avec notamment des effets sur la neuroinflammation et une dysrégulation de systèmes neuroimmunes qui vont contribuer à ce développement pathologique de circuits, notamment ceux où sont impliqués la dopamine. Finalement, ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que beaucoup de ces problématiques neurobiologiques que je viens d'évoquer dans la psychose, on les voit développer progressivement avec ces différents stades de psychose que j'ai évoqués. Donc là, par exemple, des atteintes qui sont visibles macroscopiquement, corticalement, donc qui traduisent ces déficits de restructuration. Dans cette méta-analyse de cette année, on les voit déjà visibles chez les patients présentant un état à risque. Ces déficits, donc ces atteintes structurelles, s'intensifient lors d'une psychose débutante, donc en moyenne sur ces populations, et les choses continuent à s'intensifier avec le développement de la schizophrénie. Le slide est peut-être moins parlant, mais on voit des choses semblables au niveau neurochimique que des dysrégulations de systèmes dopaminergiques, notamment au niveau du striatum. On les voit déjà apparaître lors d'analyse de neuroimagerie dans les premières phases de la psychose et qui vont s'intensifier avec le développement des maladies, en sachant que du coup, ces développements pathologiques pourraient aussi être peut-être des cibles biologiques pour traiter la psychose et ses premiers stades. Donc, j'arrive sur les traitements biologiques non médicamenteux. Quand on en a parlé ensemble au comité scientifique pour l'AIFIF, on était assez intéressés par la chose, on savait de quoi en parler, puis en préparant la présentation, je me suis quand même redemandé qu'est-ce qu'on entend par non médicamenteux. Quand on regarde un peu les définitions de médicaments, c'est assez large. Ça peut être toute substance qui aide à améliorer une atteinte pathologique. Donc, je pense qu'on parle quand même de ça, mais peut-être qu'on parle justement de substances qui sont facilement accessibles dans la population et qui font partie de notre environnement. Donc, par exemple, ce qui se trouve dans nos aliments ou des substances qui sont régulièrement consommées. Et là, vous avez ces deux exemples. Premier chapitre, la nutrition de manière un peu générale dans les psychoses. Donc, j'ai pris ce schéma qui, je sais, est obsolète maintenant, de la Société suisse de nutrition, juste pour l'illustrer. J'ai pris essentiellement, pour cette partie par rapport à la nutrition, une revue de l'année passée d'Aucoin qui est assez important sur la vision un peu des différentes études faisant un lien entre l'alimentation, la nutrition et les troubles psychotiques. Là, vous en avez par rapport aux chiffres. Donc, en partant déjà bien au milieu du siècle passé, ils ont repéré plus de 70 000 études différentes relatives et avec une sélection qui arrive quand même à 822 études. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Je ne vais bien sûr pas tout résumer, mais peut-être donner des highlights. En sachant que déjà, quand on voit le truc habituel, le nombre de publications qui abordent le sujet,
On a déjà des études qui sont retenues, qui sortent dans les années 1940, avec une intensification du nombre d'études avec les années, et donc un intérêt encore plus important cette dernière décennie. Au niveau des types d'études qui sont repérées, après la moitié sont des études observationnelles. Donc, simplement de faire le constat de contenu de l'alimentation dans différentes populations et l'expression de troubles psychotiques. Et à peu près un quart sont expérimentales, donc on va tester des variations au niveau alimentaire ou nutritionnel pour voir l'impact sur le développement de psychose. Et puis donc, juste petit détail, la majorité de ces études sont européennes ou nord-américaines. Alors voilà, premier constat intéressant, donc sur les dernières plusieurs décennies, ce qui ressort au niveau nutritionnel. Donc des études observationnelles qui essaient de voir est-ce qu'il y a un lien entre une augmentation ou une diminution par rapport à une norme de certaines catégories nutritionnelles. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes choses qui ressortent. Comme souvent, on se contredit. Donc, pour une étude, plus de produits laitiers est associé avec le développement de psychose. Pour un autre, moins de produits laitiers est associé avec une psychose. Donc, on pourrait débattre un peu de ces différentes choses. C'est assez intéressant, les catégories. Avec une catégorie qui ressort un peu plus les autres et qui est validée par une méta-analyse qui voit qu'une association de moins de consommation de poissons avec le développement de psychose dans certaines populations. D'où un intérêt pour les composantes spécifiques de certains de ces aliments. Et donc, je vais y arriver dans un moment. Les acides gras polyinsaturés, oméga 3, qui sont une composante qu'on trouve en grande partie dans différents types de poissons. Et donc, juste par rapport à ce type de graphique qui est dans cette revue de Au Coin, il regarde les différents types d'études, de précliniques observationnelles, des études de cas expérimentales, et puis voit pour finir l'association avec la présence de certaines substances dans l'alimentation, avec une diminution de la psychose, pas d'effet, ou une augmentation de la psychose. Et ce qu'on voit, c'est que quand on a des régimes plus importants en oméga 3, il y a moins de psychose. Et ce type d'étude est beaucoup plus important que le contraire. Donc, il y a un déséquilibre vers ça. Et puis, j'en parlais de quelques-uns, donc aussi quelques études, même expérimentales. Et donc, ça va être intéressant, qui essaie de voir est-ce que le fait de donner ou pas des oméga 3 a une influence sur le développement de troubles psychotiques. Il y a d'autres constats au niveau nutritionnel. Là, j'ai pris le tableau qui illustre par exemple les acides aminés différents, donc pas certains dans les études précliniques, comme la glycine ou la sérine, où il semble y avoir une association, des études observationnelles de tryptophane. Ces deux acides aminés, glycine, sérine, du coup, ont pu être étudiés dans les études expérimentales aussi. J'en parlerai pas plus aujourd'hui. Il n'y a pas les résultats qui sont très probants, mais c'est des choses qui intéressent aussi. Et personnellement, mon constat préféré, puisque ça rejoint souvent ce que j'essaie de conseiller à mes enfants, c'est l'association fruits et légumes, qui était important. Donc, il y a une vingtaine d'études qui montrent que le fait de manger plus de fruits et légumes, donc toujours par rapport à une référence, a un impact visiblement conséquent statistiquement sur le développement de psychose. Et puis, le contraire est relativement rare, à tel point qu'il y a même l'équipe de McGrady, c'était en 2005, qui a fait une étude randomisée où il a pris une population de patients souffrant de schizophrénie, certains qui il a donné les régimes hauts en fruits et légumes et l'autre pas. Et puis, malheureusement, cette étude n'a pas eu des résultats, en tout cas spectaculaires. Et donc, voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre le relais, peut-être ce sera une suite à voir. Peut-être donc, pour retenir que de cette revue aussi, que la vision globale, globalement, c'est peut-être moins étonnant, mais tout ce qu'on retient comme alimentation saine et équilibrée semble globalement être associé avec une présentation moins fréquente de psychose dans ces populations-là, avec donc ce constat particulièrement intéressant par rapport aux oméga 3, que je reprends ici. Donc, les acides gras oméga 3, pour situer, se trouvent dans différents aliments que nous avons
accès. Ce n'est pas forcément les aliments que tout le monde aime. Et puis, la source la plus importante au niveau quantitatif, c'est différentes espèces de poissons. D'où le lien avec les observations nutritionnelles. Pour resituer donc ces acides gras insaturés, donc je ne suis pas aficionado de biochimie, mais c'est en lien avec la structure moléculaire et où se trouvent les liaisons doubles et simples, si c'est les oméga-3 ou oméga-6, avec différents de ces acides gras oméga-3 qui sont impliqués dans des voies métaboliques. Acides gras essentiels, puisque pas dans c'est des substances que notre corps ne peut pas synthétiser soi-même. Donc, nous dépendons de ces apports alimentaires. Les plus importantes au niveau oméga-3, la première, c'est l'acide alpha-linolénique, qui va avoir des modifications métaboliques dans le corps, en différents, dans le PA, dans le DHA, qui vont du coup dépendre de certaines voies enzymatiques. Et du coup, la finalité de ces acides gras essentiels sont au niveau du fonctionnement des membranes cellulaires à différents endroits du corps, avec pas mal d'effets anticipés différents. Là, j'ai repris un petit schéma d'une revue faisant l'hypothèse des liens entre justement les oméga-3 dans notre alimentation et la schizophrénie. Donc, en sachant que ça peut dépendre de notre source d'alimentation. Bien sûr, la modification de ces acides gras vers le DHA, qui sera le constituant d'acides gras polyinsaturés dans les membranes cellulaires, va dépendre aussi d'enzymes des voies métaboliques et aussi d'enzymes qui vont intégrer ces acides gras dans les membranes. Et cette équipe, du coup, va avoir une influence sur les protéines transmembranaires, dont ceux qui sont impliqués dans la neurotransmission, y compris la dopamine, mais aussi sérotonine et glutamate, et aussi par relâchement du DHA libre sur ces voies de stress oxydatif que j'ai évoquées avant. Si ce n'est pas si clair que ça, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé ce schéma qui rend les choses beaucoup plus claires, j'espère. Donc, vous voyez l'oméga-3 au centre de pas mal de flèches différentes. Les vertes sont les corrélations positives et les bleues des corrélations négatives. Donc, de nouveau, c'est un peu des hypothèses, mais sur la base de pas mal de constats expérimentaux. Les oméga-3 diminuent le stress oxydatif, certaines voies métaboliques et notamment l'inflammation aussi, donc ils sont plus présents dans l'alimentation. Aussi les endocannabinoïdes, alors on y reviendra dans un petit moment, et ils peuvent avoir des effets positifs sur la myélinisation et aussi certaines transmissions, notamment dopaminergiques, sérotoninergiques et glutamatergiques. Dernier constat peut-être au niveau du fonctionnement ou des effets présumés de ça, retirés de cette revue de Fragerman, qui était assez intéressant. Donc, on voit différents effets de la supplémentation oméga-3 sur les systèmes biologiques et il fait le parallèle avec ce qu'on voit avec des antipsychotiques atypiques et aussi des altérations qu'on voit de base dans des patients souffrant de troubles psychotiques, avec cette idée que les oméga-3 semblent, en tout cas d'un point de vue neurobiologique, reprendre certains effets des antipsychotiques. Donc, notamment, comme on a vu dans le slide avant, une influence sur la neurotransmission, notamment dopaminergique et glutamatergique, qui rééquilibre quelque chose qui est altéré dans les troubles psychotiques. Comme les antipsychotiques, des effets positifs sur la myélinisation et qui réduisent la neuroinflammation et le stress oxydatif. Et puis, voilà, interrogation sur un effet sur la diminution des systèmes d'endocannabinoïdes, donc la transmission des endocannabinoïdes qui est probablement aussi impliquée dans les troubles psychotiques. Donc ça, c'est pour les hypothèses et la situation des effets. Concrètement, qu'est-ce que ça donne au niveau des études? Donc la première étude qui a un impact assez important, que je pense beaucoup d'entre vous situent, c'est cette étude de 2010, sortie dans Archives of General Psychiatry par Paul Amegar et son groupe à Vienne, qui ont étudié l'utilisation d'oméga-3 chez des patients à risque, stade 1, donc UHR. Ils ont donné à peu près 1 gramme par jour d'un mélange d'acide gras oméga-3 à la moitié d'une cohorte d'à peu près 80 patients et l'autre moitié sur un placebo sur 12 semaines. Et puis, ils ont suivi ces patients, d'abord sur 12 mois et comme on verra,
sur plusieurs années par la suite. Et ce qu'on voit est relativement spectaculaire dans le sens que ici, vous avez le panne général, les symptômes positifs, les symptômes négatifs, le fonctionnement global et systématiquement, dès le 3e mois, on voit une amélioration plus importante pour les patients ayant reçu les oméga-3 que les placebos. Et quand ils regardent à 12 mois la transition, donc ceux des patients dans ce stade 1 qui évoluent vers un stade 2, la différence est assez spectaculaire où une très faible proportion, 5%, de ceux qui reçoivent les oméga-3 font une transition à un premier épisode psychotique, alors que ceux qui ne reçoivent pas, donc les placebos, se retrouvent à 25%. Donc pour rappel, un peu dans la moyenne de ce qu'on voyait dans les études de transition de manière générale. Autre point fort à relever dans cette étude, c'est évidemment, et c'est peut-être pas étonnant pour quelque chose qui fait partie de l'alimentation, très peu d'effets secondaires. Donc en fait, il n'y a aucun effet secondaire qui se discrimine entre le groupe ayant reçu les placebos et les oméga-3, et donc très bien toléré. Pour ceux qui s'en souviennent, donc cette étude a un impact assez important déjà sur les patients. Je me souviens, à cette époque-là, je travaillais déjà dans le domaine avec les premiers épisodes et les états à risque. Et puis, pas mal de familles demandaient du coup ce qu'on pensait des oméga-3. Ça sortait dans les journaux et pour les collègues en pédopsychiatrie, c'était presque plus important. Donc, moi, je suis en psychiatrie adulte à partir de 18 ans, avec beaucoup d'intérêt pour ça. Donc, c'était une étude qui a fait pas mal de bruit. Du coup, l'enthousiasme a été atténué par l'inévitable étude de contrôle qui n'a pas répliqué les effets. Donc là, c'est une étude multicentrique, McGrory aussi Amigar qui était dedans, avec du coup une cohorte plus grande, 300 patients en tout, UHR aussi, divisé en deux. C'était assez semblable aux premières études d'Amigar. Et puis pour faire une histoire courte de ça, à 6 mois ainsi qu'à 12 mois, ils n'ont pas vu de différence de l'évolution symptomatique entre ceux qui recevaient les oméga-3 et les placebos, en sachant que pour ces patients-là, ils recevaient aussi de manière concomitante des approches cognitivo-comportementales. Et pour ce qui est de la transition à 12 mois aussi, malheureusement assez peu spectaculaire dans cette étude-là, où il n'y avait pas de différence de transition dans les deux groupes, si ce n'est qu'on retient qu'elle n'était pas si haute que ça. Donc juste un rappel d'une revue par rapport à ces deux études qui sont les deux plus conséquentes pour l'instant qui ont été publiées. Cette première autrichienne à la base d'Aminger avec ses 80 patients sur 12 semaines, et puis le Neurapro multicentrique, donc publié par Marguerite en 2016, plus important, avec ces quelques différences, mais qui ne sont probablement pas très importantes, dans notamment la distribution des acides gras. Et donc, on a vu qu'au niveau symptomatique et transition, l'étude viennoise voyait des différences nettes et l'étude multicentrique pas, et c'est la même chose au niveau du fonctionnement à 12 mois, mais aussi, donc, l'étude viennoise, ils ont publié jusqu'à 7 ans, pour la Neurapro jusqu'à 3 ans. Les différences se maintiennent au niveau fonctionnel pour cette première étude. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux cohortes, ceux qui ont reçu et n'ont pas reçu les oméga-3 qui se maintiennent dans le temps. Et puis, pour l'étude Neurapro, pour finir, les deux groupes sont peut-être malheureusement par rapport aux oméga-3 relativement équivalentes, même au bout de plus de 3 ans. Encore une dernière observation, alors je ne voulais pas trop en parler, mais peut-être juste le constat des oméga-3 aussi dans des stades plus avancés de la schizophrénie. Donc ici, vous avez un résumé de ce qui a été fait notamment dans les études Aminger et le suivi sur des périodes progressivement plus longues des patients, avec ce qu'on a dit, une amélioration des symptômes qui, pour finir, se maintient avec une année et cette année, puis aussi donc cette amélioration du fonctionnement suivi par GAF, aussi, qui se maintient sur la durée et donc aussi un impact sur les taux de transition. Quand on regarde les études qui ont comparé des patients recevant des oméga-3 et sans, pour le premier épisode psychotique et encore plus schizophrénie chronique, on voit nettement moins de choses et en tout cas, c'est
assez peu reproductible. Ça entre pas grand-chose ou des petits effets. Peut-être pour certaines études, pour les premiers épisodes, on voit quand même une petite amélioration fonctionnelle à 12 ou 26 semaines après traitement entre les groupes, et pour les patients souffrant de schizophrénie, on a de la peine à vraiment bien distinguer des effets significatifs. Encore 5 minutes, hein, Logos, en principe. 5 minutes. Alors, je passe vite au niveau du cannabis que vous avez bien vu, et le cannabidiol, qui est du coup un parmi de nombreux cannabinoïdes, dont les plantes qu'on connaît depuis longtemps. Et peut-être juste pour rapidement dire d'où vient l'histoire. Il y a différentes plantes de cannabis qui sont à disposition. Ceux qui ont été dans les coffee shops, notamment à Amsterdam, le savent bien. On peut avoir différentes sources, avec aussi un constat que les différentes plantes ont différents effets. Et je me souviens, il y a déjà 15 ans, discutant avec des psychiatres à Amsterdam, ils constataient que selon les variétés consommées par leurs patients souffrant de psychose, les effets étaient drastiquement différents, entre faire flamber la psychose ou parfois un peu le constat que c'était presque thérapeutique. Et ça vient probablement du fait que le contenu en cannabinoïdes est assez différent selon la plante. Celle qui est le plus présente sur les marchés notamment européens, c'est le sativa, qui est surtout constitué de THC, alors que par exemple l'indica, il y a du THC, mais aussi pas mal de CBD. Peut-être je passe dessus juste pour dire que le CBD, on commence à comprendre depuis ces dernières 5-10 ans un peu plus ces mécanismes d'action qui sont assez complexes. Donc déjà pour récepteur cannabinoïde principal, donc, qui est activé dans le système endocannabinoïde, l'agoniste endogène, c'est la montamide, et puis le THC l'active aussi. Le CBD semble presque à ce niveau-là agir comme l'équivalent d'un antagoniste. C'est un modulateur allostérique négatif, donc il semble contrebalancer un peu le THC. Mais peut-être juste pour montrer ça, on se rend compte que cette substance a en fait un fonctionnement assez complexe. Dans cette revue aussi l'année passée, Garcia Gutiérrez et al. Identifie plus de 50 cibles fonctionnelles moléculaires du CBD entre le système endocannabinoïde, entre certains récepteurs comme le D2 et le 5-HT1A qui font que le CBD ressemble partiellement à un antipsychotique par ses effets, mais aussi des systèmes de récepteurs membranaires et intracellulaires qui font que le CBD a potentiellement des effets sur la neurogénèse et la neuroprotection, comme résumé ici. Cette chose, donc juste de retenir qu'il a des effets assez multiples qu'on commence que maintenant à un peu mieux comprendre. Et c'est peut-être aussi par rapport à cette multiplicité de cibles que c'est une substance qui en fait est étudiée sur plein d'indications depuis pratiquement un demi-siècle. On commence par l'épilepsie, des troubles psychiatriques et plus récemment des troubles neurologiques et neurodégénératifs, avec pour tous ces troubles des résultats qui sont parfois très intéressants. Je passe dessus peut-être juste pour l'histoire clinique de la schizophrénie. Je trouve que les études les plus intéressantes ont commencé à peu près en 1995 avec l'équipe de Zwardi et Alac, qui travaillent à São Paulo, au Brésil, sur la base d'une étude de cas où un patient souffrant de schizophrénie qui était difficile à traiter, ils ont décidé de lui donner du CBD isolé, jusqu'à 1,5 g par jour, avec une amélioration assez spectaculaire des symptômes. La suite était moins consistante, donc ils ont fait d'autres patients, certains se sont améliorés ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que les patients parkinsiens avec des symptômes psychotiques, donc une population très difficile à traiter, ça les a beaucoup aidés. Et par la suite, de nouveau, pas très concluant. Peut-être sur les études les plus intéressantes plus récemment, donc en 2012, cette étude de Löwecker en Allemagne, qui a aussi fait beaucoup parler de soi, j'en parlerai après. Une étude de contrôle quelques années plus tard de McGuire à Londres. Et puis ces études ici qui sont plus récentes, petite solid box qui est intéressant, puis pour finir, ils ne retiennent pas d'effet particulier du CBD dans cette étude-là, qui est différent des deux autres que je vais vous montrer. Et une plus récente de Bhattacharya, qui notamment voit que s'il n'y a pas un effet clinique très clair, il y a une normalisation de certaines fonctions cognitives chez des patients à risque qui prennent du CBD. Et donc, juste très rapidement pour ces deux études qui montrent des effets cliniques, le première étude de 2002 de Löwecker était très spectaculaire parce qu'il voyait, en fait, il comparait le CBD pris en monothérapie pour des patients souffrant de psychose à l'amisulpride, donc un antipsychotique. Et pour faire court, le CBD marchait aussi bien, voire même mieux que l'amisulpride dans cette étude de
2012 pour un total de 40 patients en 2 groupes, avec aussi un profil d'effets secondaires vraiment très intéressant pour dire qu'il n'en avait quasiment pas par rapport à la misopride, qui avait notamment des problèmes de symptômes extrapyramidaux, prise de poids et prolactine. Là, l'étude de contrôle est un peu différente, donc une plus grande étude de Maguire en 2018, donc un peu plus récent. C'est un peu différent dans le sens qu'ils ont rajouté le CBD à un traitement antipsychotique déjà en place pour des patients souffrant de schizophrénie. Mais par contre, ce qu'ils ont vu, c'est que ceux qui recevaient du CBD s'amélioraient plus que ceux qui recevaient pas de CBD, donc que le traitement de base antipsychotique, avec aussi un profil d'effet secondaire très intéressant par rapport au placebo. Et peut-être je finis vite sur ça. Donc, ces collègues qui se sont beaucoup intéressés aux oméga-3, notamment Paul Aminger et Pat Magori, viennent de lancer une assez grande étude pour justement investiguer les effets du CBD pour les états à risque, donc ce qui n'était pas particulièrement regardé pour l'instant, et pour voir à quel point cela a un impact sur la transition. Voilà, peut-être j'arrête là pour avoir un petit temps pour des questions, si on a volontiers. Moi, je trouve ces 2 sujets très intéressants, à la fois pour des mécanismes différents qui sont peut-être impliqués dans ce trouble qui nous intéresse et qui sont des perspectives pour la suite, mais aussi par rapport à des patients. Donc, j'ai pas mal de patients qui m'ont posé des questions pour ces 2 substances. Peut-être ce serait curieux de voir aussi pour vous ce que ça donne, les conseils qu'on leur donne, et puis concrètement ce qu'ils peuvent en faire de ces conseils sur la base notamment de ces informations. Donc, voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, bravo, hein, superbe présentation. Il n'y avait pas le N-acetylcystéine, mais c'est alors, excellent. je ne l'ai pas mis parce que je l'ai considéré comme un médicament. C'est ça, d'accord, ouais. Okay. Tu vois. J'ai quand même parlé du stress oxydatif et de glutathion très rapidement. Donc voilà, ça mériterait toute une autre présentation à mon avis. Ok, excellent. Juste, Amal, tu as une question? Merci beaucoup pour la présentation, c'est intéressant. Je voulais savoir un peu comment, parce que bien sûr, on peut proposer par exemple des oméga-3 en comprimé aux patients, mais comment vous intégrez peut-être des conseils alimentaires si vous le faites là, auprès de votre clientèle, et comment c'est reçu dans l'optique d'une approche holistique. Je pense que souvent les patients apprécient qu'on ne leur parle pas seulement de médicaments, donc j'aimerais avoir un peu vos commentaires, plus de cliniciens. Alors, il y a les 2 choses. Disons, dans les 2 cas, on est un peu dans ce cas de figure, je trouve, en tout cas par patient, où on ne peut pas conseiller très fortement parce qu'on n'a pas des données fortes. Donc, on dit, peut-être que ça marche, peut-être pas, on peut aller plus ou moins dans les détails. Après, ce qui est intéressant pour les 2 exemples que j'ai illustrés, qui est l'oméga-3 et le CBD, c'est qu'on est quand même un peu plus sûr qu'il n'y a pas d'effet délétère particulièrement important pour l'instant qui ressort. Donc, un peu dans les grandes figures. Vous pouvez le prendre. Souvent, je vois si les patients, leur famille amènent la question. Donc, pour l'oméga-3, il y a des suppléments alimentaires qui peuvent être pris. En Suisse, ils ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Ce n'est pas si peu cher que ça, donc ça porte son impact. On peut globalement aussi parler avec les patients. Est-ce que c'est bien de manger plus de poisson ou pas? Donc, juste équilibrer ça, en sachant que du coup, on revient sur ces études nutritionnelles, de dire les populations qui mangent plus de poissons semblent être un peu plus protégées pour la psychose que pas. Et de nouveau, c'est aussi intéressant pour vraiment plutôt les patients à risque, voire même avant, donc les premiers contacts avec la pédopsychiatrie. Pour ce qui est du CBD, je trouve que c'était très intéressant. Donc en Suisse, le chanvre, donc le cannabis qui contient moins d'1% de THC est parfaitement légal et très facile à accéder. C'est appelé ici le CBD, un peu par convention. Et donc, souvent avec des patients, on discute de ça. Est-ce que c'est bien de prendre en compte? Sachant qu'il y a 2 cas de figure. Donc, il y a pour certains patients qui refusent catégoriquement de prendre des médications, on peut un peu hypothéser, est-ce que ce serait bien de consommer ça? J'avoue que je suis toujours un peu partagé de ça, comme souvent, dans l'idée de conseiller un traitement dont on n'est pas réellement sûr de l'efficacité par rapport à un traitement dont on est sûr de l'efficacité. Donc, c'est mon négociation. Un point, par contre, qui est assez intéressant, c'est les patients qui sont consommateurs de cannabis, plutôt THC. Évidemment, c'est très, très fréquent avec nos patients, soit un état risque, soit psychotique. Et du coup, fortement, on les conseille d'essayer, si vous n'arrivez pas à arrêter, de plutôt prendre du CBD qui, clairement, est moins délétère que le THC et peut-être même va aider. J'étais assez enthousiaste pour ce conseil il y a quelques années, mais avec les années, je suis moins parce qu'il est assez rarement pris. Pour la plupart des consommateurs de cannabis THC,
ils retrouvent assez peu ce qu'ils veulent avec le CBD. Donc, parfois, ils trouvent que mes conseils sont tout simplement nuls. Rajouter au fait que, paradoxalement, c'est plus cher assez nettement que ce qu'ils trouvent sur le marché avec le THC. Donc, ça les intéresse encore moins, surtout pour des jeunes. Donc, voilà, c'est un conseil que certains prennent ou certains patients, mais pour les jeunes, c'est moins exploitable sur ce plan. Je ne sais pas si ça répond un peu à tes questions. Extra, ouais. Juste peut-être avant de passer la parole à Vincent Bonarel, juste, il y avait une question de Marc-André qui est intéressante sur les questions des populations côtières. Est-ce qu'ils mangent plus de poissons? Est-ce qu'il y a moins de prévalence de schizophrénie? Et puis la question de Marc-André, c'était effectivement, est-ce que ça a mieux marché en Autriche parce qu'ils ont plus de déficit d'oméga 3 qu'il n'y en a peut-être en Australie, ou peut-être ils mangeaient déjà de base plus de poissons? Enfin, c'est une super hypothèse et je suis entièrement d'accord. Je pensais que justement les questions qui commencent à se poser, alors je suis vite passé dessus, cette idée qu'il faudrait peut-être déjà catégoriser les populations qu'on donne. Et effectivement, on voit qu'il y a des niveaux différents, déjà mesurables, notamment au niveau des cellules membranaires, des érythrocytes, où on voit cet équilibre des oméga 3, oméga 6 et puis le taux. Et c'est peut-être très juste que c'est plutôt les patients qui sont déjà mal équilibrés au début qui bénéficieraient plus de cette supplémentation. okay. Par rapport à la question des populations côtières, je ne sais pas. Enfin, je n'avais pas l'impression que c'était très frappant et je ne sais pas si ça a été regardé spécifiquement, la relation entre géographie, alimentation et psychose. Ok. Vincent Bonarel, micro. Je ne sais pas s'il est allé. Il faut mettre le micro, ouais. C'est peut-être bon. Le micro est déjà ouvert, allez-y. Ouais, est-ce que vous m'entendez maintenant là? Oui, on vous entend. Oui, en fait, vous lisez dans mes pensées. La question, c'était celle de comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre ces deux études. Est-ce que c'est une histoire… est-ce qu'il y a des résultats sur certaines sous-populations, justement, voilà, de patients qui seraient peut-être plus sensibles ou non aux oméga 3? Il y a déjà en partie eu la réponse. Est-ce qu'il y a plus, Logos, à dire? Non, alors bon, il y avait ça, c'est une différence de population. Les groupes en soi, ils ont aussi évoqué le fait que quelque part, il y avait un peu le traitement de base était un peu plus important, donc notamment les interventions psychothérapeutiques dans l'étude, le deuxième, le NeuroPro. Donc ici, il y avait un espèce d'effet plafond aussi en disant, ben, en fait, ils sont déjà aidés, du coup, on n'a pas amputé l'amélioration possible. Donc il y avait des petites différences méthodologiques. Donc les études, peut-être, qui sont une explication supplémentaire. Ok, d'accord. On arrive un peu au temps, parce que comme on avait mis une demi-heure de pause, il y a encore une question, je ne sais pas, peut-être la dernière, alors sur le pourcentage de CBD conseillé. Est-ce qu'on a des chiffres? Enfin, combien de CBD ou comment doser la prescription de CBD? Alors, c'est aussi une intéressante question, parce que les études, pour l'instant, donc c'est du CBD pur, qui est donné en milligrammes. Je ne sais plus exactement les doses, en 500 et 1000 comme ça, mais c'est vrai que c'est pas dans ce qu'on fume, il y a plein d'autres cannabinoïdes. Donc, c'est une première question de voir à quel point c'est reproductible de dire à nos patients de fumer. Sur ton suisse, on se fait piéger parce qu'on appelle ça CBD, alors qu'il y a plein d'autres trucs dedans, sauf le THC. Et puis, de ce que j'ai compris, alors je ne suis pas du tout spécialiste, j'avais parlé un peu avec le VK à l'époque et différentes personnes impliquées dans ces études, que d'avoir le CBD sous forme pure, de ce que j'ai compris, extraordinairement cher. Aussi pour des raisons que j'ignore, et du coup l'application réelle pour avoir des choses qui sont reproductibles par vos études est compliquée. Donc c'est intéressant, peut-être que ça mériterait d'avoir des études un peu plus naturalistes sur plutôt de consommer du cannabis naturel mais très faible en THC et de voir si on retrouve des choses semblables. Parce que pour l'instant, c'est des études plutôt structurées pharmacologiquement. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Oui, oui, tout à fait. Écoute, merci beaucoup. Je crois que voilà, tout le monde est resté jusqu'au bout. Les chiffres ont augmenté. On est à 215 participants, ce qui est super. Merci pour cette super présentation et pour toutes les autres.